Bordas, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. Qu'avez-vous choisi pour nous aujourd'hui? Bon, je vais simplifier, mais les écrivains les plus importants pour moi, au final, c'est ceux qui ont essayé d'utiliser à plein le clavier de la langue française. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas limité le, le- le spectre au milieu de au milieu du clavier. C'est-à-dire, ce qui a été important pour moi, c'est Céline, parce que il a, il a amené un coup de sang extraordinaire à la langue française. Mais Céline, il a jamais vraiment, contrairement à ce qu'il disait, suivi la leçon de Rabelais. Rabelais est important pour moi. Pourquoi? Parce que ça fait partie des écrivains qui ont voulu rassembler toutes les facettes du français. Et quand on dit français langue vivante, c'est le français vivant dans toutes ses variations dans l'instant présent, entre les langues populaires, les langues nobles, les langues orales, les langues surécrites, et puis aussi les langues anciennes, comme je l'ai dit. Donc moi, Rabelais a été important. Claudel, extrêmement important parce que il a une capacité à faire vivre la langue dans son absoluité, c'est-à-dire c'est comme Saint-Simon. Saint-Simon peut-être pour moi est le plus grand encore, c'est-à-dire que Saint-Simon il est après Rabelais, comment dire ça, il utilise plusieurs langues, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout comme ce qui va suivre ensuite le classicisme du XVIIe siècle, il n'est pas du tout épuré, il est encore plein de scories. Il y a dans Saint-Simon, on a l'impression, vu de loin, que c'est le parler de la cour, le parler curial de Louis XIV, mais pas du tout. Saint-Simon plonge dans Louis XIII et dans le siècle d'avant. Il y a une verdeur, il y a une violence qui est celle de Céline déjà chez Saint-Simon, plus des passages extrêmement élevés qui annoncent Bossuet, plus des passages de rythmique parfaite et de langue épurée qui annoncent la langue académique du XVIIe siècle. Et tout est contenu chez lui. Il y a encore, avant que Malherbe et Vaugelas ne viennent et n'épurent la langue et décident de la circonscrire à des lexiques choisis qui sont toujours des lexiques chics, des salons et du beau parler, il y a toujours chez Saint-Simon des scories, des débris, des langues, la langue des métiers, la petite langue des métiers, de la chasse, de la vénerie, et on retrouve ça chez Rabelais. Donc les écrivains qui me plaisent, ce sont ceux qui ont le courage de ne pas limiter la langue, parce que ça demande un courage énorme et un travail énorme de faire chanter le français à plein, de redonner au français ses vertus polyphoniques, c'est un travail énorme. Il n'y a rien de plus facile que de faire ce que font tous les écrivains aujourd'hui, de se limiter à un ton, une tonalité, une seule note, une seule thématique, d'appauvrir tout pour laisser le lecteur dans une paresse hypnotique qui est fausse, parce que ça évite de voir la vérité. La vérité, c'est que la langue française est plus forte que nous. Toutes les langues, avec leur passé cumulatif dans les siècles et leur passé et leur étendue géographique avec tous les dialectes, les variantes hautes et basses, les langues sont plus fortes que les locuteurs. Les écrivains que j'aime sont toujours inférieurs à la langue et se mettent à disposition du dictionnaire et des variantes historiques de la langue. Je déteste les écrivains qui se pensent supérieurs à la langue et qui décident de l'amputer juste pour leur profit personnel. Souvent, c'est parce qu'ils n'arrivent en mauvais circassien qu'à faire une seule jonglerie avec la main droite. Donc ils réduisent la langue française à uniquement la jonglerie de la main droite, alors que voilà, Rabelais il jongle avec les pieds, la tête, le ventre, les oreilles. Et c'est pas lui qui jongle, c'est la langue française qui le fait jongler et il laisse la langue jongler en lui. Et il y a beaucoup d'humilité là-dedans parce qu'on a l'impression que c'est un travail élitiste. Parce qu'il y a des langues hautes qui surgissent d'un seul coup, pareil chez Saint-Simon, pareil chez Claudel. Mais chez Claudel, qu'on voit comme un académicien sérieux et un déclamateur poétique un peu froid et le Cato massif, il y a des moments de sensualité terreuse, de grossièreté paysanne extraordinaire, comme chez Peggy.
Et donc ces écrivains-là, ils ont une grande modestie. On les voit comme des écrivains de l'élite, alors qu'en fait, c'est les écrivains du respect qui vont patiemment récupérer tous les petits morceaux d'un organisme qui leur est supérieur. Et l'écrivain absolu, c'est la langue française. La langue française est plus écrivain et plus écrivaine que tous ses locuteurs. Et les grands écrivains que j'aime, ce sont ceux qui se sont soumis à cette puissance qui est, bon, voilà, peut-être une puissance mystique, sacrée. Moi, je suis assez dans la mouvance de Steiner et des CD, et même de Boutan. Il y a une logocratie, c'est-à-dire qu'il y a un état supérieur du langage qui ne se propage et ne se dit qu'à travers certaines personnes qui se sont mis en position de travail absolu et de sacrifice héroïque. Et là, actuellement, je travaille à un livre sur le plus grand écrivain italien, Carlo Emilio Gadda, qui n'est pas très connu, mais qui est une sorte de Rabelais italien, qui est l'équivalent de Joyce et Céline. C'est vraiment un titan, donc c'est un livre qui ne va pas avoir un lectorat énorme, je ne me fais aucune illusion là-dessus, mais je le fais parce que c'est un hommage que je dois à quelqu'un qui a fait un travail colossal et qui n'est pas assez connu, parce qu'on parle d'écrivains italiens, alors tout le monde va vous dire Moravia, mais Moravia est 30 ans après sa mort, est déjà complètement oublié, écrit un italien d'une pauvreté hallucinante. Mais hélas, c'est lui qui a été plus connu, parce qu'à un moment, et c'est là où je me bats, et c'est très difficile de faire comprendre ça, on voudrait nous faire croire que la démocratie n'est possible qu'en imposant aux gens un langage médian simple. C'est-à-dire qu'on veut faire une démocratie par le bas et inventer un français démocratique, partageable, à minima, par toutes les classes sociales. Et ça, c'est une incidente née du marché libéral qui simplifie tous les produits. C'est une incidente strictement économique qui a commencé au 19e siècle avec les feuilletons, mais les feuilletons de Dumas aujourd'hui, à côté de ce qu'on lit, c'était déjà des chefs-d'œuvre. Donc aujourd'hui, là, on est en pleine littérature industrielle, où l'écriture est servante du scénario et du journalisme, et on essaie de nous faire croire que politiquement, le français doit se limiter plus qu'il n'a jamais été pour soi-disant créer un tronc commun accessible à tous. Donc aujourd'hui, on voit bien que le niveau s'effondrant. On essaye d'effondrer le français le plus possible. C'est-à-dire que le désastre politique, la scission politique, l'abandon total de certaines populations par l'éducation nationale fait qu'aujourd'hui, on voudrait essayer, au lieu de faire remonter tout ça, de faire descendre la langue pour trouver un tronc commun. Sauf que la langue, quand elle descend très bas, on arrive dans la manipulation politique, idéologique. C'est-à-dire que tant qu'on ne peut pas proférer une critique, articuler une contre-proposition politique par la sophistication du langage, déjà, on est en position de soumission. Et donc, voilà, les écrivains que j'aime sont des malades du langage, sans doute, des gens qui ont une écriture dense, assez variée, assez profuse, mais c'est aussi des gens qui finalement, même s'ils ont l'air un peu élitistes, comme Saint-Simon ou Claudel, rendent plus service à la démocratie, parce qu'en allant prendre des bouts du langage partout, ils font l'exemple et ils donnent la métaphore que les petits bouts de langage prolétaire remontent à la surface et pas juste les grands. Et donc dans la façon de récupérer tous les déchets de la langue, il y a un geste politique. Et donc voilà, je pense que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui il y a un effondrement du français, et c'est les élites qui le propagent et qui l'acceptent. Et les éditeurs ont un rôle énorme là-dedans, et puis tout le monde. Mais moi je me bats pour ça parce que j'ai pas du tout envie de... j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie de me soumettre. Et là en ce moment on est dans un pays qui est entièrement soumis. Il se passe quelque chose qu'on ne veut pas voir en France en ce moment, c'est que l'effondrement politique qu'on vit là, parce qu'on n'en a pas encore la perception totale, mais on vit un effondrement politique qui est sans précédent, qui a été acté par des gens qui avaient délibérément renoncé à la densité et à la prédominance de la langue française. Ça a commencé après Chirac,
qui donnait encore l'illusion d'un lien matriciel à la langue. Mais avec Sarkozy, Hollande et Macron, qui sous couvert ils parlent bien, mais en fait ils ne parlent que la langue du chiffre, et ils ne cherchent absolument pas la rehausse de la langue.